Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Et pour ceux qu'on n'a pas vu encore, Saïdkoum, Kul Aam wa Antoum b'alf khir, Win ma koutou. Alors ce matin, nous allons parler de trisomie 21 à travers la présence parmi nous d'organisateurs d'événements liés à cette frange de la société donc atteinte de trisomie 21, des événements sportifs en l'occurrence dont on parlera. On mettra en valeur aussi un talentueux jeune, il s'appelle Tarek Gharbi et il sera notre invité, un témoin vivant de cette vie spéciale. Donc on dira qu'entame chaque enfant atteint de trisomie 21, mais bien sûr c'est un exemple de réussite qu'on verra ce matin à travers l'exemple de Tarek, qui est un athlète, qui est aussi doué pour l'art et qui présente de multiples facettes. Alors, nous serons ravis de l'avoir parmi nous ce matin. Nous serons également ravis de recevoir des amis étudiants qui nous viennent de l'école supérieure des hautes études en commerce, donc de Khléa, qui lance encore un événement très intéressant en faveur cette fois-ci du design. Et toute une semaine consacrée au design par le club scientifique, donc le club Alumine HEC, dont les représentants seront parmi nous ce matin pour nous parler du déroulement et pour aussi lancer leur propre appel concernant cet événement. Merci encore une fois d'être avec nous. Pour ceux qui savent déjà que chaque dimanche nous avons des amis de l'équipe qui passent, des rubriques en l'occurrence, celle de Fela Ben Nour, Djelia DZ, donc qui met en relief cette fois-ci le talent d'un neuroradiologue, oui là, voilà, un neuroradiologue, donc dont elle va nous tracer le parcours ici même. Donc Fela Ben Nour sera suivie également de Yazid Eid Mahidine dans sa rubrique So, mais également de Samira Hadjamar qui a décidé ce matin de nous parler de Saint-Augustin, donc l'enfant de Tagaste. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel, je ne dis pas tout bien sûr, mais c'est l'essentiel un petit peu des thématiques qu'on développera ce matin. Et puis, comme d'accoutumé, nous avons l'habitude de vous offrir un point météo au démarrage de cette émission. On ne va pas déroger à la tradition. D'ailleurs, Amel est bien assise. Bonjour. Très bien assise. Bonjour Nadia. Ça va? Aïdak Moubarak, on ne s'est pas vu. Aïdak Moubarak. Kul Aam wa Antum bkhir. Inch'Allah. J'espère que tu n'as pas abusé de gâteau. Non, ça va. Ça Tranquille. va? Oui, ça va. De toute façon, tu as toujours été raisonnable pour ce qui relève de la bouffe. Oui, ça va. Ça se maintient. Ah bah c'est bravo, hein, bravo. Merci. Et puis vous êtes aussi tué ou je sais plus. Bon, des fois je vous vois, des fois je tutoie. Tu fais beaucoup de marches. Exactement. C'est excellent. Oui, en tout cas pour brûler toutes les calories donc accumulées pendant la Eid. Oui. Donc ça va, je marche. Oui, c'est génial. Ben, c'est ce qu'on recommande à tous ceux qui nous suivent ce matin. Au moins une n'est-ce pas, demi-heure. Amel? Une bonne marche, ça fait du bien. Ça fait énormément du bien. Oui. Et ça brûle surtout des calories. Ça remonte le moral, ça brûle la graisse. Et puis, c'est vrai que ça contribue au bien-être général du corps. Oui, surtout quand il fait bon comme ça, la fraîcheur mon Dieu, le le matin. printemps, moi, c'est ma saison préférée. Moi, c'est l'hiver. Oui, je le sais. Voilà. Surtout quand il pleut et qu'il faut prendre le parapluie. Pour Amel Laharibi, c'est toujours le cas. En tout cas, Amel Laharibi, mesdames, messieurs, va tout de suite nous donner les nouvelles du ciel en nous décodant un petit peu les schémas qui se trouvent sur sa carte. Et c'est parti. Vas-y. On attend le jingle? Non, il viendra plus tard. Ah d'accord, ok. Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, la brume matinale sur les régions de l'ouest avec toutefois des vents assez forts sur le haut plateau ouest qui vont engendrer quelques particules en suspension. Également des vents forts sur le haut plateau centre et est sous un ciel localement nuageux sur le centre et l'est et ces nuages vont donner quelques pluies, parfois sous forme d'orage sur les hauts plateaux du centre et l'est. La moitié sud, eh bien, on maintiendra cette couverture nuageuse vers le Nord Sahara et les oasis accompagnées de pluies localement assez marquées, parfois aussi orageuses, mais ces pluies resteront assez soutenues cette fois-ci sur les oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le temps restera dégagé à partiellement voilé avec des sements de sable un peu partout vers les régions sahariennes. Donc, soyez très prudents. La visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables par endroits, mais plutôt élevées dans
tant d'autres. Le maximal 28 degrés à Relizane, également Mascara, 22 Oran, Tizi Ouzou, Constantine, Sétif, Annaba, 20 degrés à Alger, 21 à Batna, 24 à Tlemcen, 16 degrés seulement le minimum du côté d'Al-Bayad, 18 à Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera 17 degrés seulement à Gardaya, 23 à Biskra, 25 du côté de Bécha, 26 Insalah, 25 à Adrar, 33 à Tindouf, 34 à Janet et enfin 35 degrés le maximum cette fois-ci à Ingezem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera calme, un peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes avec des vents faibles 10 à 20 km/h d'ouest en est et les vents seront variables. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Amérique du Nord où le temps restera pluvieux à Montréal, également en Californie. Le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Vancouver, également New York, peu nuageux à Dallas et Washington, plutôt dégagé à Miami. Côté température, eh bien, on relèvera 13 degrés à Montréal, 14 à Vancouver, 21 à New York, 16 seulement en Californie, 26 degrés Miami, Washington et le maximum cette fois-ci à Mexico avec 32 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel, pour toutes ces précisions. En tout cas, Vancouver reste couvert. Reste couvert, exactement. Toujours des nuages, on verra bien d'ici l'été, en tout cas. Ça arrive bien, Vancouver reste couvert. Oui, oui, merci. Merci infiniment. En tout cas, on continue avec nos hommages aux amis palestiniens. Donc, toujours une pensée pour eux en matinée. Donc, tout de suite, c'est un chanteur bien de chez nous. Il s'agit de Fares qui va nous chanter tout de suite Palestine.
Sorry Palestine, une chanson interprétée par le talentueux Samir Fares qu'on salue ce matin. Et donc, si vous êtes à l'écoute, nous allons parler tout de suite de science, nous allons parler de compétition, nous allons surtout mettre en valeur un club estudiantin et scientifique, celui de l'école du pôle universitaire de Qléa, en l'occurrence l'École nationale supérieure des statistiques et de l'économie appliquée, représentée ce matin par Kenza Hamrani. Bonjour, on est ravis de vous avoir avec nous, Kenza. Merci à vous. Ravi également de recevoir ce matin Ziadeddin Moumen. Donc lui, il fait partie d'un autre pôle, l'école des hautes études commerciales, n'est-ce pas? Oui, merci. Voilà, Merci. on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Vous avez dû vous lever très tôt ce matin, non? Oui, c'est très tôt. Voilà, mais en tout cas, merci, on est ravis de vous recevoir et d'annoncer avec vous ce bel événement que prépare votre club. D'abord, on va présenter le club, si vous permettez. Oui, pas de souci. Bon, bonjour, merci de nous avoir accueillis ici. En tout cas, nous sommes deux membres d'un club scientifique qui s'appelle Alumni HEC Alger. C'est un club scientifique à but non lucratif qui se situe dans l'école de HEC, dans le pôle de Qléa. Du coup, ce club a été fondé par des étudiants dans l'année 2015. Et maintenant, ça a commencé par quelques étudiants. Et maintenant, on est arrivé à jusqu'à plus de 350 membres pour ce mandat en tout cas. Excellent, excellent. C'est un mot très intéressant. Donc, en tout cas, pour le club Alumni HEC, dont vous êtes les représentants ce matin. Donc, ravi de vous avoir avec nous encore une fois. Et Kenza va nous parler un petit peu de l'événement que vous préparez donc, depuis quelque temps. Oui, donc merci d'abord de nous avoir accueillis. Et ensuite, je vais vous parler... pour moi et pour toute l'équipe, je dirais. Et donc, je vais vous parler de Design Week, qui est notre événement phare de l'année, l'événement le plus important qu'on va organiser. Et donc, c'est une compétition qui va réunir les designers, les graphistes pendant une semaine pour essayer de résoudre des thématiques. On aura 3 thématiques, après-rénovation, branding événementiel et aussi la troisième, la conception de produits. Très bien. Donc, on aura... Avec des exemples concrets donc, de produits existants dans le marché, des choses comme ça? Oui, les thématiques seront proposées par des entreprises de qualité. Donc, probablement, si l'idée que les candidats ont présentée leur plaît, peut-être ils vont la garder, ils vont la développer. Donc, ça sera une très bonne opportunité, je pense, pour ces graphistes. De développer leur travail, de renforcer leurs compétences. Et donc, revenons au déroulement de l'événement. D'abord, c'est pour quelle date? C'est du 21 au 27 avril. C'est imminent. Est-ce que l'appel à candidature est toujours ouvert ou est-ce qu'il a été clôturé? On va l'ouvrir aujourd'hui à 19h. Donc, il y aura un lien qui sera posté sur nos réseaux sociaux, notre page Instagram Alumni HEC Alger. Et j'espère qu'ils vont visiter le site et voilà, s'inscrire si ça les intéresse. J'espère qu'ils sont à l'écoute et qu'ils sont intéressés. En tout cas, si les mamans sont à l'écoute, on leur demande de transmettre. Si les papas sont à l'écoute, on leur demande de transmettre. Si vous avez, voilà, c'est ça, des enfants qui sont intéressés par le design et qui veulent vraiment participer à ce challenge. Parce que c'est un challenge, en fait. Oui, exactement. Il faut préciser que ce n'est pas que pour des étudiants. Ça peut être pour n'importe quelle personne intéressée dans le design. D'accord. Et surtout qu'on va les aider à renforcer leurs compétences avec des formations. Donc même s'ils ne se sentent pas vraiment forts, ils seront guidés et aidés par des formateurs pendant 2 jours en présentiel. Ça sera les 2e jours. Et puis il y aura 72 heures de travail individuel. Il faut dire que ça se passera à Alger, ce petit cycle de formation se déroule dans une école ici à Alger. Oui. Donc les formations seront en présentiel sur Alger et puis les travaux seront en ligne pendant 72 heures. Et puis il y aura la finale, le dernier jour, où ils vont défendre leurs travaux
J'aime bien le sourire hein, quand elle parle de la finale, parce que tout le monde attend la finale. Oui, parce que c'est tout le monde c'est l'aboutissement de tout un effort. Exactement. En plus, voilà, il y aura les gagnants, 3 gagnants, un gagnant pour chaque thématique. Et voilà, donc pour l'événement, ça sera une compétition très captivante. Rude et captivante. Très bien. Donc en tout cas, au bout de ce challenge, qu'est-ce qui attend justement les lauréats? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Et donc ils vont gagner. On va les stimuler, hein, ceux qui nous regardent ce matin. Et ils vont se dire mais j'y vais, mais qu'est-ce que je vais gagner alors? Bon, il y aura des cadeaux qu'on va annoncer sur nos réseaux, ça sera une surprise, mais une petite idée. Donc la première édition de Design Week, vu que ce qu'on organise c'est la deuxième édition, la première ils ont eu des tablettes graphiques. C'est intéressant pour un graphiste, hein, oui, pour un designer. Très intéressant. Et aussi des Canva Pro et de l'hébergement graphique et tout. Très bien. Et donc, vu que la première édition a été il y a 2 ans, donc certainement les cadeaux seront plus intéressants et de meilleure qualité. Donc, je vais les inciter à participer. On donne un petit indice sur un cadeau. Allez, les hébergements, c'est toujours valable? Oui, voilà, c'est intéressant pour les graphistes. Des petits cadeaux qu'on peut dire par rapport à le grand prix qu'on peut gagner. Car il y aura 3 gagnants, un gagnant pour chaque thématique, c'est pour ça. En tout cas, comme on dit, ils seront annoncés prochainement. Très bien. C'est pour ça qu'on vous dit de rester en attente sur nos réseaux sociaux. Hein. Bien sûr. Bon, donc, tous les étudiants, mais pas que, vous dites que tout designer est le bienvenu à ce concours où ça peut être un beaux-artiste, ça peut être quelqu'un qui travaille, qui sait développer les dons comment dire, en freelance. Ça peut être un freelancer, ça peut être... Oui, les freelancers aussi sont les bienvenus. Les formateurs aussi en design, etc., s'ils veulent un peu de peps. Oui, pourquoi pas, oui, à force de former des gens, ils seront à leur place. Alors, c'est génial. C'est un challenge. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de candidats. On l'espère aussi, en tout cas, puisque voilà, vous lancez, ça veut dire que la première édition a porté ses fruits. Oui. Déjà, il y a pas mal de personnes qui connaissent le Week Design. Design Week ou Design Week? Bon, j'inverse toujours, moi, c'est pas grave. Je dois avoir un dysfonctionnement quelque part ici qu'il faudra décoder ou trouver. En tout cas, voilà, c'est-à-dire on va s'arrêter sur cette première étape de la formation. Qui va les former et où exactement? Et donc, pour l'instant, les lieux aussi seront une petite surprise qu'on va annoncer. Sur les lieux, etc., on va les annoncer demain. Aujourd'hui, on va ouvrir le lien, le formulaire pour les inscriptions tout d'abord. Oui, on va le poster à 19h normalement, donc stay tuned. Oui. J'ai envie de dire. Wait and see, d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, Kenza Hamrani, vous êtes, étudiante en première année tronc commun à l'École nationale supérieure des statistiques et de l'économie appliquée. Vous avez eu écho du club à quel moment de votre cursus? Parce que vous venez de rejoindre le club, ça fait pas longtemps. Oui, je suis nouveau membre. J'ai rejoint le club au mois de novembre dernier. Eh bien, le club, quand je suis venue à l'école la première fois, j'ai déjà trouvé des petits posts de l'an dernier, à l'Uni, etc. Donc, j'étais un peu intriguée. Et avec l'année scolaire et tout, j'ai vu les réseaux sociaux. Et aussi, il y avait des événements qui ont été organisés à l'école au sein de l'EHEC. Comme entre leads, c'était cette année. Mais il y avait Power. Oui. Et donc, j'ai assisté à l'événement. C'était un panel show. Et donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je me suis dit qu'être membre de ce club serait un honneur pour moi. Oui, parce que ça développe des dons, ça permet d'être en connexion avec ce qui se fait, d'être à la page. Et de sortir de sa zone de confort. C'est très intéressant. J'imagine, vu ce joli sourire, ça doit être intéressant. Peut-être que vous allez confirmer, Zaïd? Oui, ça, moi personnellement, c'est aussi Ziyad. C'est Ziyad. Mais il n'a rien dit, il est gentil. Il est gentil, Ziyad.
Bon, moi aussi, c'est ma première année dans l'école et aussi j'ai découvert le club avec mes amis. Ils m'ont parlé de ce club. Franchement, j'étais pas trop intéressé au début, mais quand j'ai intégré le club et quand j'ai entendu parler, c'est vraiment une expérience incroyable. Car, genre, le but du club principal est de relier le monde étudiantin au monde professionnel. Et franchement, il le réalise avec succès, on peut dire. Oui, j'imagine que vous avez Excellent été aussi. épaté par le dernier événement, donc qui concernait les leaders. Oui, entre les deux, c'était un très bon. Même moi, j'ai assisté, j'étais dans cet événement. Et franchement, il a apporté une vision du monde professionnel. Car le but de l'événement, c'est entre leads. Il a apporté des professionnels dans le domaine et tout. Et ils ont parlé de leur expérience. Et franchement, ça donne une expérience pour les nouveaux étudiants comme moi. Qui rêvent d'être leader un jour. Oui, ça c'est sûr. Qui rêvent de diriger une équipe, mais en tout cas, ça vous connecte avec le monde professionnel. C'est vrai, vous le dites si bien, mais ça vous connecte aussi dans un réseau qui permet le travail d'équipe, qui permet aussi de connaître la hiérarchie, de connaître une organisation. Voilà. Et donc, personnellement, je ne suis pas vraiment une personne qui adore travailler en équipe, mais avec Alumni, je dirais que c'est merveilleux parce que c'est tout le monde qui travaille, qui se donne à fond, et les responsables sont très gentils, donc ils prennent en considération toute personne. Donc voilà, pour moi, Alumni, c'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues, que j'ai vécues. Et que je souhaite continuer avec eux jusqu'à la fin de mes études, quoi. Bah, c'est très bien, en tout cas, c'est bien de se rendre utile et c'est bien aussi de contribuer à construire un projet, de contribuer à développer des idées aussi, à avoir de bons contacts, parce que ça va enrichir votre carnet d'adresses en même temps, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça nous met en contact avec plein de gens intéressants et aussi, comme vous avez dit, faire partie d'un projet. Ça nous apporte quelque chose de savoir qu'on est utile, qu'on a fait de bonnes choses, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, le commerce, l'économie appliquée, ce sont vos choix d'études. J'espère que vous réussirez tous les deux. Inch'Allah. Voilà. On va rappeler maintenant les dates de l'événement. Ce que c'est également, parce que forcément, il y a des personnes qui viennent de rejoindre un petit peu l'émission. Donc, l'événement, c'est Design Week, qui se déroulera du 21 au 27. C'est une compétition qui réunira tous les graphistes et tous les designers qui veulent développer leurs compétences. Et c'est un challenge pour eux. Qui vont essayer de relever. Et donc, toute personne qui est intéressée par le design et par le graphisme est la bienvenue. Ce n'est pas obligatoire qu'elle soit étudiante. Et aussi de toute région. Toute personne de toute région est bienvenue. Sauf que les formations seront en présentiel sur Alger. Donc, il faut voir comment s'organiser. Oui. Et voilà, donc ça sera il y aura 3 thématiques, il y aura un gagnant de chaque thématique et j'espère que bon, c'est pas ça, pardon. Non, c'est pas grave. Et donc il y aura un formulaire qui sera lancé ce soir sur nos réseaux sociaux. On va rappeler l'adresse, justement. On va rappeler l'adresse. Alumni HEC Alger sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc voilà. Oui, bon, en général, s'ils sont intéressés par le concours, ils aimeraient peut-être avoir une idée du contenu. Donc, c'est Ziyad. Ah, j'ai un problème avec votre prénom, hein, Ziyad. Ziyad et mea culpa d'abord. Donc, Ziyad, vous allez peut-être rappeler un petit peu les 3 thématiques principales. Oui, du on challenge. a 3 thématiques. La première, c'est après-innovation. Et la deuxième, c'est branding événementiel. Et la troisième, c'est conception produit. Ce sera ces 3 thématiques. Il y aura 30 participants en tout, 10 pour chaque. Et bien sûr, un gagnant dans chaque thématique. Du coup, 3 grands gagnants. Excellent. Donc voilà, j'imagine que vous êtes, vous, exclus de la compétition. Mais est-ce que vous êtes des designers à la base? Non. Non, Pas forcément. Oui. Pas forcément. Et dans le pôle universitaire d'Orléans, existe-t-il une chaire justement consacrée au design?
Je dirais qu'il y a une communauté, Il y a une communauté oui, de designers. de designers. Ils ont leur petit réseau, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et bien sûr, ils seront participants. Il y a plein de gens de Cléa qui sont étudiants, qui sont mes collègues, mes amis, qui vont participer à cet événement. Voilà, donc... Et ça permet quelque part de mettre en relief cette discipline un peu méconnue parfois et mise de côté. Pourtant, elle est cruciale dans toutes les étapes de la vie. Si on programme, voilà, si on a un projet informatique et qu'on doit le programmer, le côté design est important, par exemple. Si on a un produit, l'emballage est important. Sa forme est importante, son package est important. Exactement. Le design intervient partout, mais voilà, ça a été designé. Oui. Voilà, vos lunettes ont été Oui. designées, les miennes aussi. Voilà, mais le design textile, il y a le design dans tous les domaines de la vie. Et c'est vrai que vous avez ciblé 3 domaines en particulier. Dans le domaine de l'événementiel, en l'occurrence, ça contribue efficacement à la transmission des messages publicitaires, n'est-ce pas? Oui, c'était Oui. ça. Parce que c'était ça notre but dans cette deuxième édition de Design Week. Car on a vu, comme tu as dit tout à l'heure, le design est un domaine très intéressant et il est développé et toujours en développement. Hein. C'est pour ça qu'on a choisi les thématiques les plus demandées dans le marché. Comme tu as dit, le branding événementiel, on le voit partout et c'est le but le plus important pour l'entreprise, si elle veut vendre son produit ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on a donné une deuxième chance dans cette deuxième édition pour les participants. Excellent, excellent. En tout cas, bravo d'avoir initié un tel challenge en faveur des designers et je salue tous les designers et je les encourage justement à suivre cet élan. En tout cas, ça se passera du 21 au 27 de ce mois en cours. On a été ravis d'en parler en présence de Kenza Hamarani, donc qui est une étudiante en première année de tronc commun à l'École nationale supérieure des statistiques et de l'économie appliquée. Puis également, donc on a été ravis de recevoir, également Ziad. Ziad Eddine. Je l'ai eu cette fois-ci, Ziad Eddine Moumen, donc qui est étudiant en première année. Très ambitieux, ça se voit et j'espère que vous ferez vraiment un parcours incroyable dans l'école, des hautes études commerciales. On a été ravis de vous recevoir et je vous souhaite bon vent pour l'événement. Merci. Inch'Allah, merci. Voilà. En tout cas, pour ce qui relève de la suite, Hamid Rebouh, notre reporter, va vous faire visiter une école qui met en relief justement les hautes technologies. C'est parti pour un petit moment et on va retrouver dès la fin de ce reportage les prochains invités. Restez branchés. Sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'École nationale supérieure des technologies avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. C'est l'une des écoles supérieures spécialisées dans le domaine des sciences et technologies et le domaine des mathématiques et de l'informatique, très demandé dans le domaine économique et pratique. Cette école propose une formation pour l'obtention d'un diplôme d'ingénieur d'État et d'un master en 5 ans. L'école est aussi habilitée à assurer la formation doctorale. L'École nationale supérieure des technologies avancées est une école sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, spécialisée en tout ce qui est technologie avancée, en tout ce qui est génie mécanique, génie industriel, génie logistique, génie des procédés, électrotechnique, informatique, etc. Donc c'est une école qui développe des formations d'ingénieurs, de master et voire même des doctorats dans divers problèmes, pour résoudre les différents problèmes de l'industrie relatifs aux différentes spécialités qui existent au sein de l'école. Les départements de formation de l'École nationale supérieure des technologies avancées assurent l'une des filières ou spécialités suivantes: formation de base, formation de second cycle, formation doctorale et des activités de recherche scientifique. Le laboratoire d'automatique est destiné donc, à l'enseignement
des matières d'automatique, destinées aux ingénieurs d'automatique bien sûr. Là, donc, c'est le système pendule inversée linéaire. Donc, je lance donc la simulation tout d'abord. Et puis donc vous pouvez voir donc le pendule est toujours donc maintenu à la position verticale. Donc là l'objectif c'est de maintenir donc la balle suspendue en l'air. Donc je vais lancer donc l'implémentation. Voilà, donc elle est suspendue donc en l'air. Pour récupérer un fichier en STL, après, on va faire un traitement. Il faut y aller par étapes. L'école est un pôle d'excellence pour l'enseignement supérieur qui garantit une formation hautement qualifiée au profit des différents secteurs de l'activité économique et commerciale du pays. On va ouvrir le fichier STL avec un logiciel de l'implémente qui va, comment dire, slicer le fichier STL et générer le code G qui va transférer vers l'imprimante. Et l'imprimante va lire ce code G. L'école met à la disposition des étudiants des infrastructures qui sont très similaires avec ce qui existe dans l'environnement socio-économique. Nous avons ici un système industriel de simulation donc, qui est très proche de la réalité. Donc, la différence entre un système réel de production dans une usine et le système qu'on voit ici est juste la partie puissance. Par contre, la partie commande, elle est assurée par des automates programmables SMC 700 de Siemens. C'est vraiment les plus utilisés dans les systèmes industriels. L'objectif de cette école est de fournir une ressource humaine prête à répondre en temps réel à des problématiques dans lesquelles les entreprises émettent beaucoup de temps à répondre. Les étudiants ingénieurs de cette école apportent des solutions en temps record. Merci à Hamid Rebouh pour ce petit voyage à travers cette école des hautes technologies. Et puis, bien sûr, on reste pas loin justement de ce domaine. Et Fella Bennour va vous en dire plus. Bonjour Fella. Bonjour Adia. Ça va? Adik Moubarak. Adik Moubarak. La vraie qu'on s'était pas Il n'y a pas de encore gâteau. vu, hein. Non, 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 on a tout mangé, on a tout raflé, on t'a rien laissé. Non. On va se rattraper. Absolument. On va essayer de t'en trouver d'autres, allez. Okay. Mais bon, de toute façon, voilà, il ne faut pas abuser de gâteaux. Ah, je suis d'accord avec toi. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc on continue dans Djelia DZ, nos découvertes avec toi, hein, Fella. Ce matin, tu nous emmènes où? À Genève, ou plutôt entre Genève et Paris, Abdelrahman. C'est ça. Donc, Abdelrahman, docteur Abdelrahman Hadjout, qui est avec nous, donc il est entre Genève et Paris. D'accord. Donc, pour rappel, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas reçu. Oui, c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant. Ça fait quelques temps. C'est toujours un plaisir de revenir. Donc, vous êtes plaisir partagé. Donc, vous êtes neuroradiologue. Installé à Genève depuis quelques années. Vous avez commencé à Paris et vous avez fait depuis un parcours exceptionnel. Oui, enfin un parcours, en tout cas, je suis... C'est difficile de réagir après un compliment. Hein. C'est gentil, non, c'est vrai que je suis à Genève, donc je suis neuroradiologue effectivement, puis chercheur aussi en neurosciences. Je suis un peu entre la France et Genève. Et les États-Unis aussi. Les États-Unis aussi, donc c'est vrai que j'ai passé quelques années aux États-Unis justement pour la recherche. Et puis la collaboration avec les équipes américaines de recherche, elle continue. Effectivement, donc je m'occupe principalement de tout ce qui va concerner les maladies du cerveau et aujourd'hui beaucoup les nouvelles technologies en lien avec la santé comme l'intelligence artificielle, comme les techniques d'imagerie avancée et puis je collabore avec plusieurs équipes de recherche à travers l'Europe et à travers les États-Unis aussi. On travaille beaucoup en réseau maintenant en recherche. Et le fait d'avoir voyagé effectivement dans ces différents pays m'a permis justement de mettre en place un petit peu ces réseaux. Et on commence aussi à collaborer avec certaines équipes algériennes.
Ah, ça c'est commence. formidable. Avant de parler de la collaboration avec les équipes algériennes, vous êtes né à Blida. Oui, Et là, vous êtes parti à l'âge de 4 ans, je crois. c'est ça. C'est ça. Oui. Et vous êtes issu d'une famille de médecins. Votre papa est médecin, vos 3 frères aussi. Et donc, changer d'environnement, peut-être vous ne l'avez pas ressenti à l'âge de 4 ans, mais comment vous retrouvez à chaque fois à Blida? C'est toujours un plaisir de revenir. D'ailleurs, j'en profite pour passer. Je souhaite des bonnes fêtes à tous les téléspectateurs de Blida et d'ailleurs. Et c'est toujours un plaisir de revenir pour l'Eid, pour plein d'autres occasions différentes, mais en particulier justement pour les occasions un petit peu familiales. Et je pense qu'il y a ce côté, le fait d'être parti très tôt, le fait d'avoir voyagé très tôt, je pense que ça s'inscrit un petit peu quand même dans une sorte de mémoire. Et puis à ce côté un petit peu de vouloir toujours voyager, de vouloir toujours découvrir, en fait, qui est présent depuis que je suis tout jeune. Vous avez toujours voulu faire médecine? Je ne sais pas si j'ai toujours voulu faire médecine. Surtout que je sais que vous avez fait un parcours très atypique. Dans l'audiovisuel, vous avez aussi une expérience. Vous avez organisé il y a quelques années le Grand Quiz en France. Donc vous êtes aussi dans un club aéronautique. Donc plusieurs casquettes, quoi. Il y a plusieurs choses, c'est vrai. Clairement, la médecine, ça a toujours été présent dans mon environnement familial et je pense que par mon éducation, par les interactions que j'ai pu avoir avec mon père et puis le fait d'être allé dans des hôpitaux quand j'étais très jeune pour l'accompagner, etc. Ça m'a forcément... Bien avant, c'était dans le sang. Voilà, dans ça m'a veines. forcément orienté d'une façon ou d'une autre. On est obligé Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours été aussi intéressé par d'autres choses et notamment l'aspect des sciences de l'ingénieur, l'aspect de la recherche qui est venu très tôt lors de mon parcours académique. Et c'est cette ouverture justement sur d'autres disciplines, sur d'autres pays, qui m'a permis de chercher plutôt à nouer des liens, à essayer de mettre en place mettre en place des ponts entre les disciplines et des ponts entre les pays pour faire fructifier les projets, pour aller encore plus loin dans les projets. Et c'est vrai que finalement, ça s'est un petit peu matérialisé dans plein d'autres aspects de ma vie. Je suis très intéressé par l'aéronautique parce que ce côté de s'envoler et d'avoir sans limite, c'est quelque chose qui m'inspire. Et puis l'écriture, la production audiovisuelle. Finalement, en fait, toutes les disciplines peuvent toujours servir un but qui est une connexion. Voilà, c'est ça, qui est celui de partager, de transmettre, de créer du lien. Et aussi d'une certaine façon d'être créatif et de produire, d'essayer d'être productif pour servir les sociétés en fait. C'est un peu le fil rouge qui met un petit peu en lien un petit peu toutes ces disciplines. En tout cas, ça vous a permis de décrocher un prix après la réalisation d'un documentaire en Californie. Les musulmans de Californie ou Californian Muslim. Californian Muslim, c'est un documentaire qu'on a tourné il y a quelques années. L'objectif, c'était d'aller voir la communauté musulmane aux États-Unis et essayer de comprendre un petit peu comment, dans un pays occidental, avec une vision un petit peu anglo-saxonne, comment un pays anglo-saxon gérait un petit peu la question des minorités, rencontrer des compétences aussi. Vous avez rencontré des compétences. Puis c'est un documentaire qui avait quand même bien tourné. Et puis on a eu la chance de recevoir effectivement un prix en Russie à l'époque. Donc c'est bien de faire le lien entre les États-Unis et la Russie. On voit qu'aujourd'hui la situation Vous avez brisé la glace. C'est ça, exactement. Et puis c'est vrai que je me suis pas mal investi dans le champ culturel, dans ce que j'appelle l'edutainment, c'est-à-dire comment on peut faire de l'entertainment, du divertissement, tout en ayant un aspect d'éducation, de transmettre des connaissances, de transmettre des valeurs. Et quelque part ça permet de connecter aussi les gens autour de la culture. Et la culture, on sait que c'est finalement un lien qui est fondamental. On revient à votre spécialité, la médecine, donc neuroradiologie. Vous êtes dans un hôpital à Genève. Vous avez commencé au bas de l'échelle, comme stagiaire, et vous êtes aujourd'hui directeur dans la direction médicale, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, je continue toujours la pratique de la clinique. Et puis, je m'occupe aussi un petit peu d'autres projets à une plus grande échelle. Et j'essaye de faire le lien surtout entre la clinique
et l'académique. Je m'occupe un petit peu de tout ce qui concerne la formation. Vous avez un poste de responsabilité au niveau de l'hôpital de Genève. C'est ça, exactement. Donc, ce poste il est en lien avec toutes les questions de recherche et d'innovation. Et c'est important de pouvoir effectivement avoir une vision beaucoup plus globale sur l'aspect institutionnel pour mettre en place des projets qui ne vont pas concerner que ma spécialité, mais qui vont concerner toutes les spécialités finalement de l'hôpital. Ça peut être de la néphrologie, ça peut être de la cardiologie, mais finalement cette notion, cette dimension de recherche et d'innovation, elle est présente dans l'ensemble des spécialités. Et mon objectif, c'est justement de faire en sorte que c'est ce qui permet à la science d'avancer d'ailleurs. C'est ce qui permet à la science d'avancer. En fait, la médecine, elle a toujours été alimentée par des innovations, elle a toujours été alimentée par de la technologie, par des ruptures technologiques, parfois qui changent complètement le paradigme. Aujourd'hui, par exemple, on a la question de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente dans la santé. Et dans tous les secteurs d'ailleurs. Dans tous les secteurs, énormément en radiologie, parce que la radiologie, ça a toujours été une spécialité propice à l'innovation et propice à l'intégration de nouveautés, avec le scanner, avec les IRM, aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais finalement ça se retrouve dans toutes les spécialités. Et donc avec un petit peu mes compétences, on va dire, un petit peu pluridisciplinaires, l'objectif c'était donc de pouvoir justement mettre à profit un petit peu ce Quel est panel le sujet de compétences. actuel? Quel est le sujet ou le projet actuel sur lequel vous travaillez actuellement? Alors actuellement, je travaille énormément sur les questions donc d'optimisation des images et sur l'intelligence artificielle en lien avec les neurosciences. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment on arrive à intégrer l'ensemble des informations d'un patient pour faire de la prévention ou de la prédiction. Donc, quand un patient fait par exemple une maladie, on peut prendre un exemple, par exemple l'AVC, donc un accident vasculaire cérébral. L'objectif, c'est certes de diagnostiquer rapidement l'AVC, mais ce qui est important aussi, c'est de savoir comment il va évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité, avec les images que j'ai, de pouvoir dire que le patient va bien évoluer ou moins bien évoluer pour pouvoir mettre en place le plus rapidement possible des traitements. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité un petit peu de prédire, d'anticiper. Et on est en train de travailler sur ces algorithmes pour être de plus en plus efficaces et de plus en plus personnalisés. Donc aujourd'hui, l'objectif de la médecine, c'est qu'on puisse personnaliser les traitements pour chaque patient. Et ça, c'est un petit peu le travail, c'est un petit peu le gros challenge d'aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier pour chaque patient ses besoins hyper spécifiques et pouvoir justement utiliser les nouvelles technologies pour le traiter au mieux. En tant que compétence installée à l'étranger ou qui fait partie de la diaspora, comment mettre à profit toutes ces connaissances, toutes ces recherches pour contribuer à l'évolution de ce domaine, dans ce domaine justement en Algérie? Alors là, il y a de plus en plus, je le constate, il y a de plus en plus d'initiatives, on va dire, de la diaspora, au niveau donc européen, au niveau international. Surtout que le discours du président de la République est favorable aussi pour encourager toute initiative. Exactement, il y a eu énormément d'avancées en ce sens, donc il faut vraiment saluer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a aussi de plus en plus de liens qui se créent de manière plus simple entre donc déjà les Algériens de la diaspora, mais aussi les Algériens d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Donc il y a de plus en plus de réseaux informels, il y a aussi de plus en plus d'initiatives qui sont visibles, donc qui poussent les gens à adhérer, qui poussent les gens à s'investir. Et puis maintenant, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin et de vraiment, j'ai envie de dire, institutionnaliser, donner encore plus de visibilité à cette possibilité de collaboration, que ce soit entre des équipes de recherche, que ce soit pour encadrer des étudiants, ou même, pourquoi pas, pour mettre en place des projets ici en Algérie. Et pour ça, il y a encore certains, on va dire, leviers administratifs. C'est beaucoup mieux que... L'équivalence, entre autres. Voilà, par exemple, les équivalences. Et ce qui serait intéressant, c'est d'aller encore plus loin, justement, pour faciliter la mobilité professionnelle entre les Algériens, pour les Algériens, j'ai envie de dire, de part et d'autre, enfin, ça peut être de part et d'autre de la Méditerranée, mais même de plus loin. Et pourquoi pas mettre en place des parcours peut-être un peu plus spécifiques pour un Algérien qui souhaite venir mettre en place un projet ici, que ce soit en santé, que ce soit en recherche, pour faciliter les équivalences et pour finalement motiver encore plus
les gens à venir mettre en place des projets ici. Parce qu'on a énormément d'Algériens qui vont à l'étranger et qui vont apporter leurs connaissances à l'étranger, mais dans l'autre sens, aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Et je pense que sur cet aspect-là, il y a énormément de choses. Et moi, je suis tout à fait disposé à aider et à faciliter tout type de projet et tout type de programme qui pourrait aller en ce sens. Sachant que vous avez ouvert aussi votre cabinet et une clinique de radiologie, je crois, en France. Oui, effectivement. Donc, dernièrement. Aujourd'hui, on s'investit de plus en plus dans le champ de la médecine libérale, de la médecine privée, parce qu'elle répond à un besoin qui est vraiment très spécifique, qui n'est pas forcément le besoin ou les missions que l'on a à l'hôpital. Et l'objectif, ça serait éventuellement de pouvoir s'impliquer aussi dans la médecine libérale ou dans la médecine hospitalière ici en Algérie par la mise en place justement de ces passerelles et par une communication qui serait peut-être un petit peu plus ouverte, un petit peu plus claire sur quels sont les différents process pour pouvoir justement accéder à ces équivalences et accéder à ces différents projets. Ouais. En attendant, vous participez à des conférences. Donc la dernière en date, c'était à Oran, je crois, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, il y avait le congrès d'ORL, donc de la société algérienne d'ORL. Et c'était hyper intéressant, c'était à Oran. Donc c'est un congrès qui a lieu tous les ans. L'année prochaine, il me semble que c'est à Tlemcen. Et puis il y a d'autres initiatives. Il y a la société aussi algérienne de radiologie. Il y a plein de sociétés scientifiques aussi qui... C'était quoi le sujet le thème plutôt de votre intervention? Alors le thème de mon intervention, c'était sur les prothèses vestibulaires. Donc c'est encore une fois une nouvelle technologie qui est en train de se mettre en place qui permet de soigner les patients qui ont des problèmes d'équilibre à cause de l'oreille interne. Et donc moi j'ai parlé donc moi ma spécialité c'est plus l'image, c'est plus un petit peu tout ce qui concerne l'image et tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Et c'était de dire comment on peut grâce à l'imagerie comprendre cette maladie et comment on peut grâce à la technologie proposer des nouvelles solutions thérapeutiques. Puis ça m'a permis d'échanger avec mes collègues ORL d'Algérie, d'échanger sur aussi le système algérien, l'actualité de la médecine algérienne. Et je pense que la participation à ces conférences est fondamentale et hyper importante. Et ça nous permet de créer des vrais liens, des vraies collaborations. Des projets en perspective, Dr Abdelrahman ? Des projets en perspective aussi, parce qu'on a aujourd'hui la possibilité d'accueillir des étudiants dans nos équipes de recherche. Donc on aimerait bien aussi faciliter cette mobilité, permettre de proposer des vrais programmes de stage, d'échange aussi à l'international, notamment sur ces questions d'intelligence artificielle qui nécessitent des compétences d'informatique, des compétences de développement. Et on sait que ces compétences, elles sont présentes en Algérie et qu'on a la possibilité de mettre en place justement alors aujourd'hui c'est peut-être un petit peu informel, mais plus tard ça sera institutionnalisé et c'est ça qui va permettre vraiment, je pense, l'émergence de programmes de collaboration efficaces et pertinents. Et d'autres projets aux États-Unis avec les équipes de recherche, qu'est-ce qu'il y a en perspective à ce niveau-là? Alors on continue toujours nos recherches avec, je continue mes collaborations avec les équipes américaines. Donc aujourd'hui on a de plus en plus de technologies qui sont en train de se déployer, notamment sur l'imagerie avec des techniques d'imagerie qui sont de plus en plus développées. Et on travaille avec ces équipes de recherche sur comment développer ces techniques d'imagerie, principalement. Ensuite, il y a d'autres projets aussi un petit peu plus culturels, où on essaie de mettre en place donc, des capsules, où on va mettre en place des capsules vidéo justement pour vulgariser un petit peu plus du contenu scientifique. Et on fait ça aussi en collaboration avec parfois des Algériens qui ont ces compétences audiovisuelles et ces compétences technologiques. Et on voit qu'avec les réseaux sociaux et avec un petit peu la dématérialisation de l'information, on arrive vraiment à avoir des résultats de qualité qu'on essaie de transmettre au plus grand nombre. Très bien, donc tout ça est très intéressant. Très intéressant, excellent même. Et puis c'est simple, moi je pensais que c'était trop compliqué. Non, justement,
tout ce qui relève de la neurologie, j'ai toujours pensé que c'était très compliqué. Là, j'arrive à comprendre tout. Hein. Ouais, c'est ça, c'est de démystifier, justement de communiquer au maximum, de dire aux gens de vulgariser, de dire que ça existe, de dire qu'on a des projets de recherche, qu'on a des projets d'enseignement, qu'on a des programmes aussi qui permettent de collaborer. Et tous les gens qui sont intéressés et qui souhaitent en savoir un petit peu plus, il ne faut pas qu'ils hésitent à revenir vers nous et on trouvera forcément un moyen ou un autre de travailler ensemble. Donc merci pour toutes ces explications, pour votre présence avec nous et vraiment c'était un plaisir de vous recevoir. Encore plus de réussite et plus de ponts et de passerelles dressées. Oui. Et là, on est toujours on est dans la semaine de l'Aïd. Ah, toujours, donc oui, on peut parce que passer certains quelques pays dédicaces. célèbrent l'Aïd pendant une semaine. Ah bah, très bien, donc... Chez nous, ça a été presque une semaine. Donc on va laisser quelques... Vous étiez à Tlemcen tout récemment Oui, pour une série de reportages, c'était pendant le mois de Ramadan, donc c'est une semaine, c'était très intéressant parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires aussi, des passionnés qu'on va de peut-être patrimoine. découvrir en images. Peut-être avant, on va d'abord voir une dédicace de... Ah oui, des vœux. Des vœux, oui. Des vœux d'Italie. Donc je vous laisse regarder. Excellent. عيدكم مبروك تعيدوا إن شاء الله قبل العام الجاي وتحيا لا فامي مختارين. سلام عيدكم تعيدوا إن شاء الله كل عام وانتم بخير من بعدكم سلام من ميلانو. باي. فريد منصوري رئيس اتحاد الجمعيات الجزائرية في إيطاليا. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لكل أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا وللشعب الجزائري الحبيب وللأمة الإسلامية جمعاء، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد فرح وعيد انتصار وتمكين لإخواننا في فلسطين وفي غزة خاصة. Amin. Donc voilà, ce sont des vœux qui nous viennent d'Italie et je remercie à l'occasion Abdelkader Makri qui nous aide quand même à recueillir quelques sonores et quelques échos de notre communauté, notamment en Italie. Voilà. Revenons à Tlemcen. Ah oui, donc Tlemcen, donc... j'ai rencontré une dame au parcours atypique que nous allons voir dans quelques instants dans le reportage. Donc il s'agit de Zahra Ben Issa. Zahra Ben Issa est rentrée en Algérie il y a une dizaine d'années. Elle a vécu en France et elle est partie à l'âge de 4 ans en France. Ça rappelle quelqu'un là. J'ai pas fait exprès. Donc elle revient à l'âge de 20 ans, donc 16 ans après. Et elle sait à ce moment-là qu'elle va s'installer à Tlemcen. Et elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait rentrer en Algérie et revivre ces moments. Elle avait quelques souvenirs, bien sûr, mais elle voulait revenir en Algérie, ça c'est sûr. Et donc Zahra, elle rentre, mais elle ne sait pas ce qu'elle pouvait faire. Après sa retraite, elle achète une maison et la maison d'hôte est venue d'elle-même. C'est-à-dire par la force des choses. Elle a acheté une grande maison, elle se demandait ce qu'elle pouvait faire. Elle avait exactement, comme elle est accueillante, elle est très généreuse. C'est une femme exceptionnelle que je salue. Zahra, je te salue. Et donc, elle a créé non seulement la maison d'hôte, mais un espace qui regroupe beaucoup de choses du patrimoine algérien. Donc c'est un peu un musée. Elle vous a beaucoup marqué. Ah oui, c'est un musée. Elle a une petite boutique aussi où elle encourage des artisans à faire beaucoup de choses. Donc je vous laisse regarder. Merci infiniment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme elle. Parce que vous êtes utile pour la science un peu partout dans le monde. Et on est fiers. Voilà. Le démarrage est
pareil, mais bon, l'aboutissement peut. J'aimerais saluer juste le caméraman qui a travaillé avec moi, Nordin Larbi Amin, qui a fait un travail aussi remarquable. J'avoue que c'était dur pendant Ramadan. C'est pas évident, effectivement. Ça va, il a fait un peu de réalisation même. En tout cas, merci beaucoup Fella, merci à votre invité. Donc, merci beaucoup au docteur Abderrahman Hadjoudj d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Bon vent pour la suite. C'est gentil. Énormément de succès, vraiment. J'ai pas posé la question. Qu'est-ce que votre plat préféré? Je pose la question à tous mes invités. J'en ai plusieurs. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, j'aime bien le thawam. Ah, c'est bon, ça nous change du couscous. Oui, absolument. Voilà. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci infiniment. Je vous laisse regarder. On va découvrir un petit peu cette maison d'hôte dont Fella nous a parlé à l'instant. Il y a Bahar Yassar qui chante aussi Ma بين البيضاء والسمراء يا قلبي حال ما بين البيضاء والسمراء قلبي متهون مسكين مختار مع من يتهنى راهو معذب بين الاثنين بين النار وبين الجنة وين الجنة وين النار قولوا لي راني في حصلة. Joviale, généreuse, accueillante, Zahra fredonne souvent cette chanson. Pourtant, le choix ne s'est jamais imposé pour elle concernant son retour aux sources. C'était une évidence. Pour le nouveau départ, l'informaticienne, à peine retraitée, il y a 10 ans, vend tous ses biens en France et s'installe à Tlemcen, son Algérie à elle. Il y avait un manque de l'Algérie, notre Algérie, pendant des années. Pour nous, ayant grandi là-bas, en France, c'était un mystère. Plein de questions qui se posaient. Mais en fait, on avait toujours dans la tête l'Algérie. Et j'avais envie de faire quelque chose de vivant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui donne du ressort, quoi. Retour aux années 54-55. Zahra, sa sœur, accompagnée de leur mère, quitte le pays pour rejoindre le père qui avait déjà quelques années en France. Elle avait à peine 4 ans. La voix des soldats français qui perquisitionnaient leur ferme vient hanter de temps en temps ses nuits. Le chapeau qu'elle a perdu sur le chemin vers le port, le bateau et les retrouvailles avec le papa. Des images qui ont forgé, entre autres, sa personnalité, même si la gamine n'avait pas encore conscience du poids de l'exil. Nous, on ne se rendait pas trop compte, c'est surtout les parents. On le voyait à travers les parents. Par exemple, le 17 octobre 61, il y a eu une rafle à Paris. Et en fait, j'ai vu à travers mon père qu'il se passait quelque chose de dramatique. Parce que mon père, jamais je ne l'avais vu pleurer. Et là, il me tournait le dos, il était face à une fenêtre et il pleurait, et je voyais ses épaules. Il suffoquait de pleurs. À travers la maman qui était isolée aussi, par rapport à sa famille, etc., qu'on sentait en fait l'exil. Le poids de l'exil. Pour les parents, pour les adultes, c'était beaucoup plus poignant quand même. Zahra Benaïssa renoue avec l'Algérie et sa ville natale à l'âge de 20 ans. À ce moment-là, la magie opère et elle savait qu'elle reviendrait un jour pour y vivre. Aujourd'hui, sa maison d'hôte au cœur de Tlemcen symbolise cet attachement et son identité. Mais pas que, c'est une belle aventure pour la Tlemcenienne. L'aventure, elle est très belle, vous savez pourquoi ? Parce qu'ici ne rentrent que les gens qui sont extraordinaires. Je vous assure. Ce qu'on propose, c'est des partenariats avec des gens qui ont une compétence dans un domaine ou un autre. On a un guide top. On appelle Hassan, et vient et fait le tour avec une personne. Si vous voulez du bon fromage, vous appelez l'artisan qui fait du bon fromage. Si vous voulez du miel, fromage, c'est moi qui le fais là. On travaille avec des réseaux qui travaillent comme nous, avec petite échelle, avec le respect justement de tout ce qui est nature. Mais Zahra propose également un voyage dans le voyage, à travers les 6 chambres à thème et sa table d'hôte, mettant en avant une bonne partie du patrimoine algérien. Chaque espace est une invitation à la découverte. Et ce n'est pas tout, elle vient d'aménager le garage de sa maison pour organiser des ateliers culturels. Qui a dit qu'on ne pouvait pas pousser les murs ? C'est des ateliers gratuits. On est partant pour tout ce qui est culturel. Et j'aime aider justement les gens qui sont dans la culture, mais qui n'ont pas forcément les lieux adaptés, etc. On a un dramaturge ici à Tlemcen
quand il veut faire une lecture d'une pièce de théâtre qu'il a écrite, il nous sollicite pour le lieu et on a fait des ateliers lecture à voix haute pour les enfants, on a fait un café littéraire, on a créé un café littéraire. Parallèlement, des ateliers culinaires et couture sont également au programme. Et pour les amateurs des randonnées, Zahra fait partie de l'association des randonneurs de Tlemcen. Il suffit d'avoir une bonne paire de baskets. Voilà, j'étais en train de noter un détail relatif à mes invités qui viennent de s'installer. J'ai vraiment l'honneur et le plaisir de recevoir ce matin Abdelmajid Rizqan, ancien cadre sportif, également dirigeant de club sportif, vraiment un parcours exceptionnellement riche dans le domaine des sports dans notre pays. Il a encadré des équipes d'élite, n'est-ce pas, Monsieur Rizqan, bienvenue. Merci, toujours heureux d'être avec vous. Bonjour Algérie. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que ce fut un parcours marathonien. C'est mon livre. Ça vous a inspiré le titre de votre livre? C'était la première des choses. Il fallait trouver d'abord le titre avant d'écrire. Donc ma vie, un vrai marathon. Donc voilà, qu'on a eu le plaisir de présenter ici même. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, vous participez à l'émission pour parler de deux événements dont vous êtes vraiment l'initiateur, en tout cas. Oui, cette fois-ci, après on a eu un arrêt après la pandémie, la période de la pandémie, qui a touché pratiquement la planète. On n'était pas les seuls, beaucoup de gens n'ont pas eu d'activité. Là, on reprend avec l'agence Zirieb, qui est une agence bien cotée en Algérie et même au niveau international. Donc on fait un jumelage au niveau organisationnel. Nous avons tout un programme pour l'année 2024. Et là, on reprend à partir du 1er mai avec les foulées des gazelles. Les foulées des gazelles, pour ce qui est des dames. C'est la 6e édition. Quand même, on a eu toujours de bons succès. Et parallèlement à cette compétition ou cet événement, nous avons toujours collaboré avec les enfants trisomiques. Très bien. Donc vous organisez aussi un événement sportif qui s'appelle les Foulées des Anges, c'est ça? Le 1er mai au parc zoologique. Alors il y aura les femmes plus les enfants trisomiques. Voilà, justement en parlant de trisomie 21, nous avons le plaisir et l'honneur ce matin de recevoir Tarek Gharbi. Bonjour Tarek. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, pas trop stressé? C'est la première fois que tu passes à la télé? Ouais. Ah ouais, ça te plaît? C'est... نقول لك عجبك الحال؟ عجبني الحال. وجيت باش لو بلاطو تاع كاميرا جيري باش نهضر. درت ناتاسيون تاع رفيق. جيت لو برومي. Très bien. Donc voilà, vous avez dit Rafiq, donc T21, donc c'est une association qui œuvre justement pour donner la chance à tous ces enfants atteints de trisomie 21 d'exister, la chance de montrer leurs capacités sportives ou artistiques, peu importe. Et là, dans le sport, vous avez choisi la natation, Tarek. Oui. Voilà, vous êtes un athlète de performance. درت ناطاسيون درت اتليتيس وي درت فولي شاركت في ابو ظبي في 2018 و 2019 شرفت العلم الحمد لله طلعت لنا العلام ما شاء الله. وزدت نقول لكم على جمعيه ترافيق عطاو لي لوغ باش نروحو باش نديرو تاع برومي ان شاء الله وي هي ان كورس تاع واسمو تاع بالعكنون. تري بيان تري بيان باش نروحو باش نشاركو باش نبداو 8h30 حتى 9h. ان شاء الله تربح.
ان شاء الله ان شاء الله تربح. En tout cas, شرفتنا في الخارج. جبت des médailles de bronze, d'argent, d'or. Vraiment, il y a une multitude de médailles que je vais d'ailleurs montrer là. Ah bah voilà, elles sont bien lourdes, hein, monsieur El-Sqam. Il y a de quoi être fier. Ah oui, il lui faut un coffre. Hein. Il lui faut un coffre. Hein. C'est bien. Elles sont suspendues في البيت ديالك تعلقهم ولا واش ولا داير لهم un coffre كيفاش؟ بون جيت بك باش بورسونتي وي كنا الجزائري لا ميداي وجوائز. احكي لي على هذه اللي لابسها سيتي كون؟ هذه لا ميداي تاع واسمو تاع سباحه تاع النطاسيون سباحه. ونقول لهم بلي ما تنساوش ديالهم في القربه. نقول لهم بلي ما تنساوش القناه تاع كارناشي يشوفوني. Oui, bah, tu peux leur faire coucou, hein. Yaram, يشوفوك. Oui, c'est vrai. Et puis voilà, en tout cas, راك تشارك في les compétitions في الداخل وفي الخارج. C'est-à-dire راك quand même يديو comme plusieurs compétitions à l'intérieur. رحت الكومبيتيسيون رحت حتى واسمو تيزو رحت للصيف رحت واسمو المستقانم رحت للبورت رحت كاع بارتو رحت قاعد باش نصرف ورديه. Oui, Allah يبارك. Papa qui est en coulisses et qu'on salue, donc monsieur Gharbi est là. Et monsieur Gharbi, d'habitude, ne l'accompagne même pas. En fait, il est très autonome. Tarek sort tout seul, il voyage tout seul, comme un grand, c'est ça. Le cas des enfants trisomiques, depuis que j'ai connu M. Amoura, qui est dans l'association justement Al-Rafiq, et il lutte justement pour faire de belles choses, je dirais. M. Amoura se dévoue pour les classes, pour l'intégration. Depuis que je l'ai connu, la première des choses, Rotlo, venez avec nous, nous sommes là pour que ces enfants se sentent à l'aise au niveau de la société, justement. C'est pour ça qu'on veut qu'ils pratiquent le sport, c'est un moyen. Moi, tout à l'heure, dans les coulisses, je parlais avec le père, avec lui, avec Samira aussi, qui va passer tout à l'heure. L'idéal, c'est de créer une fédération nationale, parce que là, apparemment, ils sont dispersés, les trisomiques. Les enfants sont... Ils n'ont pas un porte-parole en quelque sorte pour les défendre, pour qu'ils fassent partie de la société. En fait, il y a plusieurs initiatives, mais c'est vrai que c'est très beau comme idée de fédérer toutes ces initiatives. Voilà, de fédérer au niveau de toutes les associations s'intègrent. Et ça va être le porte-parole vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des ministères, pour avoir des subventions, parce que là, apparemment, moi je fais ce que je peux, hein, je suis prêt à les aider chaque fois qu'il y a un événement. D'ailleurs, ils viennent, j'ai fait appel à M. Amoura, qui est très dévoué. Même on a été à Oran, il m'a mis en contact avec une association, ils ont participé à notre événement. Une fois, on a eu même des aveugles qui ont couru au parc zoologique, pour vous dire qu'on essaye d'apporter un plus. Voilà, donc le 1er mai, ils vont avoir la chance d'être sous les projecteurs à travers cette belle compétition d'athlétisme. Il y aura deux événements, il y aura les femmes. Oui. D'accord. Les femmes, pourquoi les femmes, mais hors trisomie 21, non, bien sûr. C'est toutes les femmes, c'est ouvert de 17 ans à 77 ans. On a classé 5 km, c'est rien, c'est en allure libre, elles sont libres de courir ou de marcher, mais c'est des femmes non licenciées, elles viennent pour se défouler. Le cadre est meilleur actuellement, le parc est très propre, il a été rénové, il est dirigé par une femme d'ailleurs. La foulée des gazelles se déroulera donc au parc zoologique de Ben Aknoun? De Ben Aknoun, exactement. Le départ se fera à Ben Aknoun, l'entrée est l'accès de Ben Aknoun. L'arrivée, ça va être au niveau du parc de l'hôtel Mouflon d'Or. Très bien. 5 km seulement.
Bon, pour les trisomiques, je pense qu'ils vont battre le record cette année. Il y aura à peu près, d'après les données de M. Amoura, il y aura à peu près 500 participants quand même. Excellent, excellent. Alors, il y aura 2 km, 2 km environ. Ils vont partir des FOB avant la direction générale jusqu'au parking de l'hôtel Le Mouflon d'Or. Et il faut qu'ils s'attendent à un athlète redoutable. Tarek va participer alors le plus petit, il a 5 mois. Oui. C'est en poussette. D'accord. Et la personne la plus âgée a 89 ans. Ouh, masha'Allah, Voilà. masha'Allah. Et donc, les inscriptions continuent actuellement d'après M. Amoura. Voilà. Je pense qu'il y a plus, d'après les informations que j'ai, exactement, nous avons quand même plusieurs wilayas, Boumerdes, Blida, Sétif, Tipaza et même la Gouate. Ils vont adhérer à la course de la trisomie. Donc, c'est quand même une grande fête. Qu'il va y avoir le 1er mai. Ça va être une belle fête le 1er mai. Tarek, vous avez quel âge? شحال في عمرك؟ في عمري 35 سنة. 35 سنة. Donc le sport depuis tout petit, c'est ça? كنت صغير كي بديت السبور؟ بديت ماشي صغير، بديت قطعت اللاج تاعي كنا عندي 13 سنة. D'accord quand même. رحت دخلت مع جمعيات. مو حاجة ولا جاتني شوية بيضاء. ما كنتش على بالي جمعيات. ما كنتش عارف بلي كاينين. فوالا مي ابخي عجبك الحال. بعدا عجبني الحال وبعدا دخلت بعضهم Bouskso Hamida, la Jum'iyat Rafiq. Madame Bouskso qu'on salue, donc, qui est la présidente de l'association Rafiq. تعاونكم تسمع لكم. بديت معها في 2013 2013 جبت فيها ركوب ورميضاي ومبروك. ومبروك les attestations, مبروك les médailles, مبروك vraiment toutes ces belles réalisations, machallah. Donc, et en tout cas, tu as beaucoup d'amis d'après le papa. عندك بزاف صحابك في الحومة ailleurs, فيسبوك. تقدر حالة في الفيسبوك. عندي فيسبوك وعندي كيما صحابي في الحومة. وي. وصحابي في السونتر. عندكم في السونتر فورماسيون. تدوس عندي بديت ندير شويه واسمه اصل غاميك. C'est Ramik, c'est très bien. Bravo. Bien. Voilà, il a vraiment beaucoup de talent et. Ah ben, c'est vraiment, ça fait plaisir d'être. Il est médaillé dans plusieurs disciplines sportives. Oui, il a été même aux Jeux Olympiques de la trisomie à Abu Dhabi. Abu Dhabi, tout à fait. Ben, c'est encourageant. C'est pour ça que j'insiste à ce que qu'il y ait une fédération de la trisomie pour justement organiser beaucoup de choses en Algérie. Donc, avec l'agence Zerieb, à sa tête Hajj Nassar, on essaye de faire beaucoup de choses. On a prévu tout un... Déjà, de belles courses en perspective ce 1er mai au niveau de Ben Aknoun. C'est ça, les inscriptions d'ailleurs... On terminera là-dessus. Les inscriptions soit par mail, soit le jour même de la compétition. Au niveau de Ben Aknoun, on recevra les inscriptions sur place. Merci infiniment, M. Abdelmajid Rezqan. On vous souhaite bon vent pour cette compétition. Merci, Tarek. Merci. Inch'Allah, Terbah. Je te souhaite tout le succès, Inch'Allah. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous, on va parler de cette reprise du sport et des activités après le Ramadan avec Lamia Boudbouda dans ce reportage. Et on se retrouve avec nos amis du dimanche, c'est-à-dire Samira Hadjamar et Yazid Aït Mahiddin. C'est parti. Nous sommes à Bouchewi en ce vendredi, 3e jour de l'Aïd. Et malgré une météo pas au beau fixe, certains ont tenu à reprendre leur sport et activité physique. 9h20, Madame Boukerdena, accompagnée d'une amie, a tenu à faire sa séance de sport.
Et là, c'est la reprise. On a arrêté pendant un peu plus d'un mois quand même. On a arrêté avant le mois de Ramadan. Et là, on reprend. Et croyez-moi qu'on ressent. Le corps est vraiment ingrat. Dès qu'on s'arrête un petit moment, c'est vraiment très difficile à reprendre. Mais là, ça va. Ma Ramadan et les excès qu'on a eus, le qalb al-lawz, etc. Mais ça va. D'habitude, on fait du footing. Et là, on a repris par la marche. D'abord, pour éviter, surtout à notre âge, pour éviter les accidents. Donc, on va aller mollo pendant 2 ou 3 séances, jusqu'à 4 peut-être. Kamel, quinquagénaire, a repris le sport pendant Ramadan après le ftour. Aujourd'hui, au menu, petit footing et étirement. Le premier capital, c'est la santé d'une personne. Qu'est-ce qu'on a de plus? Si on n'a pas la santé, on n'a rien. C'est avec la santé qu'on peut tout faire. Sans la santé, il n'y a rien. Donc il faut l'entretenir. La santé, c'est quelque chose, je ne dirais pas de primordial, c'est quelque chose de capital. C'est capital. Et les gens qu'on voit ici et là, ils meurent à 35 ans, à 40 ans. Bon, entre guillemets, mais il y a la mauvaise bouffe et le mauvais entretien de la santé. La reprise, j'ai profité du Ramadan. Premier jour du Ramadan, je me suis décidé à baisser en poids. Et j'ai profité, je faisais la marche. Et ça m'a permis de baisser en termes de poids de presque 10 kilos. J'invite tout le monde à faire du sport, à faire une activité physique n'importe laquelle. Même sport et loisirs. Hein. Même sport et loisirs. L'essentiel, c'est de bouger. Eh ben, il y en a beaucoup qui font les randonnées. Randonnée, ça fait partie du sport et loisirs. Ils font du VTT. VTT, c'est du sport et loisirs. Après un mois de gourmandise et de relâchement, Mehdi reprend son sport en passant par une petite phase de transition en termes d'intensité. Après 30 jours, si c'était pas Qalb c'était Zlabia, c'est pas Zlabia, c'est Qtaïf, c'est pas Qtaïf, c'est les tartes. Donc on ne s'est pas privé, mais à la fin on a eu comme des petits kilos et un peu de remords qu'on est venu dissiper avec un petit footing. Aujourd'hui, je ne me suis pas vraiment forcé, je ne me suis pas donné de mal, j'ai juste couru, j'ai fait 3 km. Docteur Kérouche fréquente régulièrement Bouchaoui et pour lui, le sport, c'est primordial. On a raté les 2 jours de l'Aïd et puis là, c'est un vendredi, c'est le 3e jour, ça manquait, je n'ai pas voulu rater la séance. Habituellement, c'est 3 fois par semaine, parfois 4 fois par semaine, et depuis maintenant, ça fait des années. Hein. Ça fait des années, ça devient, c'est dans le sang. Courir, c'est l'hormone du bonheur. Hein. Franchement, je dirais même que le mois de carême, c'était la même chose, c'était au même rythme. De préférence tendue. Hein. Ok. N'oublions pas que la sédentarité est considérée comme le 4e facteur de décès dans le monde. Alors, bougeons plus pour vivre mieux. Et oui, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. Hein, il faut courir, bien sûr, il faut courir. Bonjour. Courir. Bonjour, c'est la reprise pour oui, bien sûr. Oui, avec des résolutions. Avec de bonnes résolutions. S'inscrire cette semaine. Aller à Bouchaoui, au parc zoologique. Par exemple. Voilà, ou alors à Soukaras, par exemple. Oui. Marathon jusqu'à Soukaras. Pourquoi pas? Oui, t'agaces. Mais marathon, non, y aller doucement. Oui, marathon. Step by step. Oui. Soukaras, c'est une belle ville. On va parler justement de cette ville, mais d'un symbole de la ville également, n'est-ce pas, Samira? Symbole de la ville, symbole de l'Algérie, figure majeure pour toute l'humanité en fait, le grand penseur Saint-Augustin, tout le monde le connaît. C'est impossible, il y a une basilique à Annaba qui s'appelle Saint-Augustin, elle est très belle, et en fait c'est toute la région qui est représentative de Saint-Augustin, qui lui... a reçu la révélation un peu tardivement, il ne s'est pas donné naissance, sa maman s'est Kalisa. Oui, il a vécu, il a très bien vécu. Il a très bien vécu. Oui. Et alors qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un penseur bien sûr, c'est un grand penseur, c'est un philosophe et c'est pour moi, pour ma part, ce que j'en sais, c'est un excellent rhéteur. Il a l'art de la rhétorique. Les gens qui savent s'exprimer, et il s'est exprimé longuement en dessous d'un arbre.
en dessous d'un Oui, il y avait l'olivier à Tagaste. De Saint-Augustin. C'est un endroit, bon, j'ai donné des photos à Nassima. C'est un endroit, on va dire, presque sacré, puisque les étudiants, lui-même était étudiant, il y avait ce genre de choses très connues chez les Romains, ce qui est à l'image du Sénat. Où les gens se réunissaient pour développer des idées et surtout pour... Parce que c'est un prémontoire, hein, l'olivier est sur un petit vallon. Oui. Alors, Saint-Augustin, c'est une figure un peu comme Apulée. C'est quelqu'un qui a propulsé, on va dire, l'image de l'Algérie. Il est né, bien sûr, à l'époque de la Numidie. Il s'est exprimé en punique. C'était sa langue, ce qu'il a choisi de parler. Sa mère est berbère, lui-même est né à Sogaras. Sa mère s'appelle Monique. Monica. Oui, Monica. C'est une nabia. Oui, bonoise. Voilà. Une bonoise. تعرفيها تقول لك لا ما تقوليش. Seulement les Américains, eux, ont décidé d'appeler une de leurs villes Santa Monica. Il y a même Sainte-Augustine en Floride en hommage à Saint-Augustin. Donc il est vénéré par des dizaines de pays, hein, dans le Brésil, Cuba. C'est quelqu'un dans la pensée parce que qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se recentrer sur le moi. C'était l'une de ses exigences. Il a aussi sur le principe de la Trinité intérieure qui est la mémoire, l'intelligence et le savoir. Donc c'est quelqu'un qui apprenait tout ce genre de choses. Il est mort l'année où il y a eu l'invasion des Vandales, donc l'arrivée de Genseric et ses troupes à Ypres, ce qui à l'époque s'appelait Ypres. Saint-Augustin est un personnage majeur. Il est très présent dans la ville de Sogaras. Il y a un musée qui lui est dédié. Il y a l'endroit où il y a l'arbre. Il y a énormément de mosaïques à découvrir. Il y a toute l'histoire de la région à découvrir. Il y a l'université où il a été, donc bien sûr, Mdarouj, voilà, Mdarouj, voilà. Mador, voilà, là où Apulée a enseigné. Et Saint-Augustin, il y accède à partir de l'âge de 14 ans. Bien sûr, il est allé à Carthage, bien sûr, il est allé un peu partout, à Milan, à Rome. Il est d'ailleurs en Palestine. Oui. Ah bon? Oui, ça, en Palestine. Oui, sûrement. Sûrement, puisque c'est l'un des lieux saints de la chrétienté, de toutes les religions, en fait. Monothéistes, voilà. Donc, on voit la belle basilique d'Hippone. D'Hippone, exactement, avec une inscription. Il faut aller à Sogaras, il faut visiter Sogaras. C'est un peu loin d'Alger, mais c'est accessible, on peut y aller. Par train, mais il y a par train, par avion, par voiture. Oui, et c'est l'objet d'un tourisme cultuel, justement, dans la région. Il y a des pèlerins qui viennent de partout dans le monde pour faire le parcours touristique. Voilà, il y a plus de 20 millions d'Augustiniens aux Voilà, États-Unis. il y a beaucoup d'Augustiniens qui viennent sur les pas de Saint-Augustin. Des pèlerins, ce qu'on appelle des pèlerins, mais même nous, c'est notre histoire. C'est une partie importante de notre histoire. Saint-Augustin est enterré juste à côté de Saint-Pierre. Saint-Pierre, dans la basilique de Saint-Pierre à Rome. Voilà, et c'est quelque chose de très important pour nous, pour notre histoire. C'est un berbère d'abord, il est algérien et il a porté... C'est probablement l'un des penseurs les plus influents avec la du monde cité occidental. du Dieu. Il a écrit la cité de Dieu et de la Trinité. Il a bien sûr les confessions de Saint-Augustin. Et c'est un philosophe, on va dire, qu'il a décrit son quotidien, sa vie, avec la religion et sa rencontre bien sûr avec Dieu. Voilà, il a lutté contre les donatistes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et qu'on racontera probablement une autre fois. On ouvrira encore une page d'histoire avec Mais toi. tout ça pour dire que Sogaras mérite d'être visité. Il y a beaucoup de choses à visiter. Et pour lire, il y a Nasser Ben Siddiq, l'archéologue, qui a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Tagaste. Voilà. Yazid, oui. Qui se cache derrière le masque de Bransky? Est-ce que vous connaissez Bransky? Bransky, on est fan oui, de Bransky. Unknown. Il n'a pas de visage en fait. Oui. Bransky, en fait, c'est lui qui a fait le célèbre, il a monté le célèbre hôtel Wallet Off. Et Wallet Off aujourd'hui, c'est un film. En fait, c'est Alana Hadid, la palestinienne, la grande couture. C'était une styliste palestinienne, Alana donc Hadid, qui a décidé de lancer une société de production cinématographique palestinienne, Watermelon
Pictures, donc Watermelon Pictures, leur premier projet, c'est mettre, donc adapter en fait ce projet de Bransky, donc Wallet Off, au cinéma. Donc on voit que ce Wallet Off, en fait, c'est un projet d'un hôtel. L'hôtel qui s'appelle Wallet Off, il est monté à Bethléem, en Palestine. En fait, c'était un hôtel, il a pris 14 mois pour le monter, conceptualiser, c'est une œuvre d'art et c'est un hôtel, les gens peuvent passer la nuit, les gens peuvent visiter, et c'est à côté du mur qui sépare Jérusalem-Est d'Israël. En fait, on est des autorités israéliennes, sionistes. Donc là, il a monté tout ça et à l'intérieur, il détourne en fait les objets. Par exemple, il a dans un tank troué par balle, il le met en jacuzzi. Il y a aussi une poupée qui signe, elle signe en continu la lettre de la déclaration de Balfour. Et en fait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et à l'intérieur aussi, des Palestiniens et un Israélien il y a une lutte acharnée avec des oreillers. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les Israéliens n'ont pas compris le sens. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas, ils pensaient que c'était un hôtel, c'est un projet, il y a un Wallet Off à Paris. Donc du coup, lui, il a monté Wallet Off et Spécial Palestine. Oui, spécial Palestine. Et c'est un Palestinien dans l'âme puisqu'il défend la cause palestinienne avec ce projet Wallet Off qui veut dire séparé par le mur. Et c'est donc le projet du film de Alana Hadid est monté avec le fils de Mandela et avec Roger Waters de Pink Floyd et puis avec aussi Anwar Hadid qui est aussi le fils de Alana Hadid. Rappelons que Alana Hadid il a vu du grand propriétaire terrien, le grand mania donc de l'immobilier Hadid et là ils ont monté et puis c'est un film qui est produit par l'Italien d'origine palestinienne et américain d'origine italienne et palestinienne, Arfuso 20. Donc, c'est ça. Et puis, rappelons qu'il a déjà, Bransky a déjà monté une pub comme ça pour nous inviter à découvrir Gaza. Nous allons voir, sans plus tarder, cette vidéo. Donc voilà, c'est l'artiste de Russe, le célèbre artiste de street art, donc Bransky, et ses vidéos, donc même la première, elle a été d'ailleurs l'hôtel a été monté en 2017, et là c'était en 2015 que cette vidéo a été montée, donc bien avant de ce qui se passe aujourd'hui, pour dire que l'acharnement israélien et sioniste sur la Palestine date depuis 1948, puisqu'il parle de cette poupée qui signe en continu la déclaration de Balfour. Nous allons parler aussi d'un moment de notre histoire, c'est comment des Algériens ont été embarqués dans une guerre qui n'est pas la leur. C'est la guerre de Crimée en 1853-1856, et c'est Cheikh Ben Smaïl, Mohamed Ben Smaïl de Ouad Ramman, notre poète populaire de Ouad Ramman, qui est né en 1820, mort en 1870, qui a immortalisé cette guerre. Et le titre du poème, c'est Ras el-Roul. Ras el-Roul, en fait, il rappelle comment les Algériens qui ont été embarqués dans cette guerre qui opposait la Russie du tsar Nicolas II et la France, l'alliance France-Angleterre
et Empire ottoman. Bien sûr, il y avait des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens et de la petite république de la petite petit pays de Sardaigne. Et là, il rappelle un petit peu les affres de guerre et comment ces Algériens ont été embarqués dans Mohamed Ben Smaïl, que lui-même a pris part à cette guerre. Il a décrit les affres de cette guerre, il a décrit comment la bombe s'abat sur l'ennemi, il a décrit comment il y a pratiquement toute cette folie meurtrière, et il le rappelle dans ce poème Ras el-Ghul. Et puis, rappelant son fils Iqouid Ben Smaïl qui a écrit la célèbre chanson Zor Sidi Rahmoun Tbara min Kul. Voilà. J'ai eu faux. Bon, bah, je me suis aventurée. Merci Yazid, c'était passionnant. Voilà, on n'a pas terminé, mais c'est Samira. pas grave, la prochaine fois, les Merci autres, ils doivent faire un petit peu moins. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite de nos programmes et on vous dit bye bye. À demain.